Mesdames et messieurs, chefs de délégation, en vos grades et qualités, chers participants, nous sommes très heureux d'être ici à la 42e Assemblée annuelle de la FANAF, dans cette magnifique ville de Kigali, symbole d'une Afrique en mouvement. Les obligations ont tellement de pouvoir sur l'économie. Je pensais que s'il y avait une réincarnation, je reviendrais en tant que président ou pape, mais maintenant je veux revenir comme le marché obligataire pour intimider tout le monde. Ces propos sont de James Carvalli, ancien conseiller du président Bill Clinton. Mon propos ce matin va porter effectivement sur les marchés obligataires africains, de voir les opportunités pour les assureurs et les réassureurs sur le continent. En 4 sections. Globalement, les besoins de développement pour les objectifs de développement durable, on parle de 3 à 4 000 milliards de dollars pour l'ensemble des pays en voie de développement. Pour l'Afrique uniquement, les estimations sont faites autour de 600 milliards par an. Ces chiffres donnent le vertige et pourtant il faut trouver des solutions pour financer et lever des fonds pour ces besoins. Alors regardons un peu le niveau de la dette mondiale, pas seulement la dette obligataire mais de toutes les différentes sources et de regarder ce qu'est la dette actuellement. On va donner les chiffres de fin 2016 partant des statistiques de l'Institut de finance internationale. Fin 2016, la dette mondiale représente 325% du PIB mondial. C'est 70 000 milliards de plus qu'il y a 10 ans. La dette sur les pays développés, comme sur les pays émergents, a globalement augmenté. Donc vous voyez bien que sur les pays émergents, les pays en développement, cette dette entre 1996 et 2016 a été multipliée par 8. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'accélération de l'endettement dans les pays émergents, les pays en développement, se fait davantage en monnaie locale. Et cela devrait vous rappeler la crise de la dette que nous avons connue au début des années 80. Donc, après les indépendances, nous sommes lancés dans des programmes de transformation de nos économies, industrialisation, développement des infrastructures, et nous avons beaucoup emprunté à l'extérieur parce que nous n'avions pas les capitaux et l'épargne nécessaires. Le marché s'est retourné fin deuxième moitié des années 70, une charge de la dette exponentielle pour nos économies, et nous sommes rentrés pendant 2 décennies dans des programmes d'ajustement structurel. Cette fois-ci, nous voyons que davantage cet endettement se fait en monnaie locale à travers les différents pays en développement. Alors ici, je vous donne un peu un indice qui est préparé par Standard Bank, qui vous montre l'évolution des spreads sur les eurobonds africains. Alors, je m'explique, c'est la prime de risque qu'un investisseur va avoir sur un eurobond des marchés africains, des pays africains, vis-à-vis de l'actif sans risque de référence qui est le bond des États-Unis, ici pour ce cas le bond à 10 ans. Lorsque vous regardez, bien sûr c'est une moyenne et vous avez des situations différentes entre les pays. Des spreads très élevés, des primes très élevées juste après la crise financière de 2007, vous voyez que toutes les politiques accommodantes des grandes banques centrales, notamment la Fed, a permis de ramener ces niveaux de spread en injectant beaucoup de liquidités sur les marchés à travers, depuis 2010 sur toutes ces années. Mais lorsque vous regardez sur la longue période, 10 ans, 2007-2017, vous avez à peu près 240 points de base, donc 2,4% d'augmentation globale des coûts, du renchérissement des coûts de nos emprunts à l'extérieur. Monsieur le président du PDG de Bloomfield en a parlé. Ici, puisque c'est toujours une moyenne, vous avez certains pays qui sont passés à 7, 8, 9% au-dessus des taux américains. Et là, vous avez aussi des pays qui ont emprunté à des taux plus convenables, mais qui étaient notés investment grade. Et qui est l'objectif, effectivement, de beaucoup de pays d'atteindre ce niveau de rating. Alors, le marché obligataire dans tout ça. Vous voyez que nous avons 600 milliards à trouver chaque année pour l'ensemble de l'Afrique. Sur la colonne de droite, vous avez les besoins de l'économie réelle. Et puis, de l'autre côté, au milieu, vous avez le marché obligataire.
et vous avez différents acteurs. C'est exactement quand vous décidez de construire un bâtiment ou une maison, vous appelez un architecte, vous discutez, vous concevez ce que vous allez faire. C'est la même chose pour l'économie. Vous avez ici tous nos objectifs, plan de transformation, émergence, plan de développement. C'est la colonne de droite. C'est ce que nous voulons atteindre. Alors qu'est-ce qu'on conçoit comme système financier pour financer les besoins que nous avons? Le président a dit hier qu'une vision sans action est un rêve, en reprenant le président Mandela. C'est la même chose avec l'économie. Si on a un plan de transformation, de développement, sans le système financier construit pour cela, c'est un rêve, parce qu'on ne va pas arriver à le financer. Dans la vie réelle, si vous avez besoin de l'assistance de votre meilleur ami pour manger, pour faire vos projets, ce ne se passera jamais quand vous voulez et au taux que vous voulez. Et c'est la même chose avec le marché. Un cas intéressant à regarder pour comprendre comment les marchés se construisent, c'est revenir il y a quelques siècles avec Alexander Hamilton. Après la guerre d'indépendance, vous voyez les États-Unis qui se lancent dans leur transformation avec un rapport sur la manufacture qu'ils présentent, qui est une stratégie d'industrialisation. Ensuite, les deux rapports, un rapport sur le crédit et un rapport qu'on appelle sur la Banque nationale des États-Unis, mais qui est un deuxième rapport sur le crédit. Ces deux rapports vous montrent comment les États-Unis veulent construire leur système financier pour pouvoir atteindre l'objectif de transformation économique visé. Nous avons échoué à la fin des années 70, début des années 80, parce que nous n'avions pas cette partie. Maintenant, nous sommes dans de nouveaux plans. Qu'est-ce que nous faisons pour construire ces deux segments, le marché et aussi les acteurs? Les différents acteurs que nous avons mis de ce côté, les banques. Nous voulons atteindre certains objectifs. Quel système bancaire nous faut-il? Quelle est la taille du marché bancaire qu'il nous faut pour nous accompagner pour atteindre cet objectif? Le marché de l'assurance. Hier, un intervenant a dit on a 1% depuis longtemps. Quel est l'objectif en chiffres que nous voulons atteindre avec le marché des assurances? Et quels sont les instruments que nous donnons pour vérifier que nous sommes en train d'aller vers cette direction? Les fonds de pension, c'est à peu près 600 milliards aujourd'hui en Afrique. L'essentiel se trouve en Afrique australe. Comment on fait pour que les caisses de retraite servent l'économie? Les fonds souverains et bien d'autres instruments. Donc comment ces acteurs-là vont contribuer via le marché obligataire? On aurait pu mettre marché financier, mais j'ai mis marché obligataire parce que tout le système financier repose sur le marché obligataire. Le marché obligataire, c'est le soubassement quand vous construisez votre maison. Il impacte le système bancaire, il impacte tous les segments, marché de l'immobilier, comment une économie se comporte, vous le voyez sur le marché obligataire. La crédibilité d'un État, vous le voyez sur le marché obligataire. Par les taux, et comment aussi les intervenants vont intervenir sur différents segments, sur le très court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. C'est l'actif sans risque qui vous permet de pricer tous les autres actifs sur le marché. Donc cela est un point central et on peut faire 1 heure dessus pour discuter de toutes les interactions du marché obligataire avec le reste de l'économie. C'est pourquoi James Carvilla dit qu'il voudrait revenir comme un marché obligataire pour intimider tout le monde. Parce que c'est ce segment du marché qui impacte tous les autres acteurs de l'économie. Alors, quelle est la structure des marchés africains? Nous avons à peu près, fin 2016, 368 milliards de dollars d'encours. Nous avons plus de 200 milliards de dollars de titres émis, marché domestique, à fin 2016. Mais il faut rappeler qu'en 2000, nous n'avions que 28 milliards de dollars. Donc nous avons beaucoup progressé en marché domestique. Malheureusement, le top 5 représente plus de 80% de ces titres. Donc ça veut dire qu'il y a 49 pays sur lesquels nous devons travailler davantage. Alors je ne l'ai pas dit au début, AFMI, qui est une initiative de la BAD, est au sein de la banque, au département du secteur financier, et notre travail est de contribuer au développement des marchés obligataires. Donc nous avons toute une partie assistance technique, gestion active de la dette, et puis nous avons aussi l'autre volet où nous créons des produits pour des investissements. Donc voilà un peu les gros marchés, le top 5 qui représente plus de 80% des titres, de l'encours des marchés en Afrique. Lorsqu'on regarde la structure même de ces titres émis, nous sommes à plus de 73% sur des bons du Trésor, donc des titres à moins d'1 an ou plus 1 an.
Et en 2000, nous étions à plus de 94% sur ce type d'actifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos États, lorsqu'ils vont sur les marchés locaux, c'est essentiellement pour le budget de fonctionnement. Ce n'est pas pour le budget d'investissement. C'est cela qu'on voit ici. Donc tout le travail des agences comme UEMOA Titres et d'autres partenaires, c'est de contribuer à aider à allonger la courbe des taux et à rendre le marché plus dynamique. Nous le faisons au niveau du continent. Dans la zone UEMOA, nous travaillons avec eux pour que cela soit quelque chose qu'on peut voir réaliser assez rapidement. Nous avons travaillé avec le Maroc et d'autres pays et nous voyons qu'il y a déjà beaucoup de progrès dans ces pays-là. Alors, ce tableau, c'est pour montrer un peu les progrès. Alors, le bid-ask sur les titres, un peu, c'est la prime entre l'offre d'achat et de vente. Il y a quelques années, nous étions autour de 200-300 points de base. Donc, c'était cher. Aujourd'hui, ces niveaux, ces écarts sont très faibles. Ça veut dire que la liquidité, elle est là. C'est comme ça qu'on mesure la liquidité. Vous voyez le bid-ask entre les titres. Et regardez bien les marchés que j'ai cités ici. Ce sont des marchés, il n'y a pas de pays de la zone francophone. Ça montre que voilà les marchés qui sont le plus avancés. Et donc, il faut un travail au niveau des pays de la zone CEMAC et UEMOA. Vous avez la même chose sur le FX, donc le change. Vous voyez aussi que le bid-ask aussi est assez rétréci, ce qui est intéressant. Le turnover, donc le niveau par jour des transactions sur le marché obligataire, il a évolué positivement. Avant, on avait des montants très petits, ce qui était un frein pour beaucoup d'investisseurs de venir avec des petits tickets. Et là, nous avons des volumes un peu plus intéressants, quelques centaines de milliers de dollars dans les marchés les plus avancés. Nous espérons que dans quelques années, lorsqu'on va remontrer cela, ce sera zone UEMOA, zone CEMAC aussi seront sur le tableau. Alors, quelques opportunités pour les assureurs. Regardons un peu ce qui se passe à l'international. Monsieur Diouf l'a dit ce matin, tout ce qui est en bleu, que ce soit aux États-Unis, en Asie orientale, en Europe, tout ce qui est en bleu, ce sont les marchés obligataires. Le placement naturel des assureurs et des réassureurs sur le marché obligataire. Vous l'avez en bleu ici, à l'international. Et ici, vous avez à peu près la taille un peu des marchés obligataires vis-à-vis des actifs qui sont dans le marché des assurances. Vous voyez au Japon, en Corée, les États-Unis aussi, la taille du marché des assurances qui est déjà énorme, mais est plus petite que la taille du marché obligataire. Le marché obligataire peut l'absorber. Et vous avez dans certains pays d'Europe, la majorité, vous avez le nombre d'actifs du marché des assurances qui dépasse ce qui est présent sur le marché obligataire. Et il y a différentes études qui montrent que les pays qui ont des marchés obligataires plus développés, lorsqu'il y a une crise financière, se réajustent plus rapidement. Vous avez le même phénomène en Afrique. Vous avez des marchés où le total des actifs du marché des assurances dépasse le marché obligataire. Et la grande majorité des pays, vous avez le nombre d'actifs du marché d'assurance qui reste assez faible par rapport au gros volume des marchés obligataires. Alors ici, c'est intéressant. Ce matin, M. Diouf en a parlé en disant on voit une croissance en Afrique, on parle des dividendes démographiques, mais on voit que les primes baissent. Alors, on va revenir un peu rapidement sur le dividende démographique. C'est une analyse ex post de deux professeurs de Harvard, Bloom et Canine, qui analysent ce qui s'est passé lors de la transformation des pays asiatiques, le miracle asiatique. Et ils voient qu'en dehors des politiques volontaristes, il y avait un aspect, une structure de leur population qui avait aidé cela. Il y avait plus d'actifs, de jeunes actifs, que de personnes dépendantes, donc jusqu'à 15-20 ans et au-delà de 64 ans. Cette population-là était inférieure aux jeunes actifs. Et nous allons avoir cela parce que nous allons passer à 2,5 milliards en 2050, ensuite à 4 milliards à la fin de ce siècle. Jusque-là, tout va bien. Mais même si nous avons plus de jeunes actifs, s'ils ne travaillent pas, on n'aura pas les primes qui vont augmenter aussi vite que ce que nous sommes en train de voir au niveau de la croissance. Donc il faut que ces jeunes travaillent. Donc le défi, en fait, c'est celui de la croissance. Permettre que cette croissance soit inclusive et que
le secteur du métier de l'assurance grossisse en même temps que la performance économique des différents États. Alors, quelques défis dans la zone CIMA, FANAF, certains ont été rappelés ce matin. On a la possibilité d'aller jusqu'à 50%, on est autour de 15-18% sur les émissions, donc il y a un travail à faire ici. Il y a la question des maturités. Les assureurs veulent des papiers de 7 ans et plus. Il y a très peu de papiers de ce niveau-là. Donc, c'est un lien avec toute la gestion de la dette, toute l'organisation de la politique d'endettement et de la construction du marché dans les pays. Il y a toutes les questions liées aux investissements transfrontaliers, fiscalité, politique de change, et bien sûr, peu de véhicules qui permettent d'avoir plusieurs produits. Et bien sûr, la question de la couverture des risques de change. Donc, voilà des questions qui émanent un peu de l'échange avec la CIMA au mois d'octobre. Nous avons recueilli un peu les points soulevés par les compagnies d'assurance. Alors, la banque, en tant que premier partenaire financier et technique des États, a vu ce gap et s'est dit, bon, on va monter un produit qui va permettre aux États de trouver, et aux compagnies d'assurance de trouver un instrument qui leur permet de financer l'économie réelle via les marchés. Alors, lorsque vous regardez les taux de croissance, les anticipations, vous voyez que les pays africains, c'est là où ça va se passer. Et c'est là où ça se passe actuellement, parce qu'en termes de croissance, nous avons des prévisions beaucoup plus intéressantes. Il faut noter que les évaluations de nos comptes publics montrent qu'on a une sous-évaluation de nos PIB d'environ 20%. Certains pays ont commencé à rattraper, mais le niveau de croissance que nous voyons ici sont un peu minorés par rapport à la réalité. Donc, dans l'avenir, nous devrons voir ces taux de croissance continuer si le travail de nos États va dans la même direction, et on devrait voir les compagnies d'assurance croître aussi leur business. Alors, je vais revenir assez rapidement. Ici, vous montrez un peu les conditions sur les marchés. Regardez les rendements des titres africains. Vous avez à 2 chiffres des taux très intéressants. Pendant ce temps, nous plaçons notre argent à l'étranger à des taux de 0 ou 1%. Les rendements, en lien avec ce que je viens de dire, sont beaucoup plus intéressants en Afrique. Et vous avez la faible corrélation des devises africaines qui, ces deux éléments mis ensemble, vous donnent des atouts en termes de qualité d'investissement sur le continent. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons rencontré différents investisseurs domestiques et internationaux. Ils nous ont dit, l'Afrique, oui, c'est 54 pays, mais comment accéder au marché? Donc, la question de l'accès. La liquidité. Le problème dans nos nouveaux marchés en Afrique, c'est que dès qu'on achète un titre, on n'a jamais l'occasion de trouver une offre en face pour trader. Donc, buy and hold. Régulation, vous avez 29 bourses, 29 bourses. En dehors de ces bourses, vous avez même des plateformes à part pour les marchés obligataires. Comment comprendre ça? Celui qui est à Casablanca, il ne va pas comprendre ça pour toute la sous-région. Celui qui est à Tokyo, c'est encore un cauchemar pour lui. Est-ce que le profil de rendement est intéressant? Nous venons de le voir, 2 chiffres dans certains pays. Les coûts de transaction sur tous ces marchés sont aussi élevés. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons regardé tout cela et nous avons monté un fonds qui est un ETF, un fonds indiciel, qui est construit sous un indice, qui est Ababi et qui est sous le terminal Bloomberg. Je vais vous montrer quelques caractéristiques de cet indice. Il capture tous les marchés les plus liquides en Afrique. Pourquoi liquide? Parce que nous savons, particulièrement pour les réassureurs, que vous voulez mettre dans des actifs où vous pouvez tout de suite quitter le marché lorsque vous avez un engagement. Vous devez répondre à l'engagement, on ne va pas dire, voilà, on ne va pas dénouer la transaction parce qu'on est sur un titre où il n'y a pas d'offre en face. Donc nous avons les titres les plus liquides en Afrique. Nous regardons leur performance. Nous avons monté l'indice avec Bloomberg. Ce sont eux qui décident l'inclusion ou pas des pays. Comme ça, on n'a aucun problème. Ce n'est pas un indice politique où il faut appeler pour dire pourquoi je ne suis pas dedans. C'est un indice de marché. Donc, il est en dollars et il est disponible sur n'importe quel terminal Bloomberg. Je vous le montre tout de suite. Vous l'avez une press release de ce matin où nous vous indiquons que nous avons 3 sous-indices maintenant, en dehors de celui-ci.
donc avec tous les pays, avec un indice capé, avec un indice en Afrique du Sud. Lorsque vous regardez en vert, vous voyez que tout est en vert là. Regardons la performance de cet indice. Les pays qui sont dans l'indice, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Égypte, c'est le Nigeria, c'est le Kenya, c'est le Ghana, c'est la Zambie, c'est la Namibie et le Botswana. Donc la condition pour être dedans, il faut avoir des prix, et des prix disponibles à tout moment. Et lorsque vous regardez la performance de cet indice, celui qui regarde ça de janvier à janvier, donc janvier l'année dernière à janvier cette année, la performance est à 26%. Et là, c'est en dollars. Lorsque vous regardez à date, donc lorsque j'ai pris la photo Bloomberg, lorsque je faisais la présentation, la moyenne des rendements de mon portefeuille qui était là était à 12,4%, si je peux voir ici. Donc vous voyez que nulle part vous n'aurez ça en dollars. Bien sûr, il y aura quelques coûts de transaction, mais ça va vous donner à la fin de la journée des rendements qui sont beaucoup plus intéressants que ce que vous trouvez dans d'autres produits. Juste pour revenir, le fonds lui-même qui replique cet indice, il est basé, on l'a enregistré à l'île Maurice l'année dernière. Nous avons déjà un réassureur qui a investi, donc qui nous a rejoints. Nous commençons des discussions avec 2 autres réassureurs la semaine prochaine, avec leur comité, leurs équipes techniques. Et bien sûr, nous avons des banques qui sont intéressées. Alors notre philosophie, comme on l'a fait avec d'autres produits, nous créons en tant que BAD parce que nous voyons qu'il y a un gap sur le marché. Nous voyons comment ça fonctionne et puis on laisse les acteurs prendre le relais. C'est notre rôle de créer des instruments qui sont intéressants pour nos économies, mais ce n'est pas notre rôle de rester et de continuer à suivre. Donc, essentiellement, les rendements viennent des coupons, des mouvements des taux d'intérêt, des fluctuations des devises. Alors, pour conclure, on va dire que cet instrument que nous présentons a une opportunité de capturer des rendements intéressants, à 2 chiffres, comme vous avez vu. C'est une opportunité de diversification parce qu'il couvre plus de 70% du marché obligataire africain. Donc, par une transaction, vous avez une exposition sur 70% des marchés obligataires africains. Et comme c'est un indice, comme on dit, Enhanced ETF, donc un indice amélioré, un fonds initial amélioré, on va avoir 20% de gestion active et qui vont permettre de monter les 70% à plus de 80% de la couverture des marchés africains. C'est un moyen de favoriser l'intégration régionale parce que le premier listing qu'on va faire, la cotation première, va se passer à Maurice et nous allons faire des dual listings avec les marchés africains. Nous savons que les assureurs dans beaucoup de pays n'ont pas l'autorisation d'investir à l'extérieur. Donc nous travaillons avec les bourses pour avoir l'ETF, donc le fonds indiciel, coté aussi dans le marché local, donc il sera comme un produit local. Nous allons travailler avec le Nigeria, nous sommes en train de discuter avec eux, qui ont demandé à ce que cet instrument soit sur le marché. Et donc on va avoir plusieurs marchés et essayer l'intégration via un produit. Pas seulement sur des forums et des discussions sur des documents, mais via un produit, de montrer qu'on peut intégrer les marchés africains. C'est un produit moderne, transparent et à moindre coût. En Afrique et dans certains de nos pays, on dit un produit innovant, mais un ETF, pour tous ceux qui travaillent sur les marchés, c'est quelque chose de très banal. Donc, nous avons mis cette forme-là parce que ça coûte moins cher, c'est transparent. N'importe qui traite sur les marchés, qui a un terminal Bloomberg, peut voir notre indice. Je vous remercie. Merci beaucoup et félicitations pour cette formidable innovation en Afrique. Je pense que c'est important qu'on travaille sur le développement de nos marchés financiers. Pour l'instant, je voulais juste savoir quels sont les principaux investisseurs dans le fonds. Donc, quels sont quelle est la part que les compagnies d'assurance occupent parmi ces investisseurs institutionnels, d'une part. Et puis, deuxièmement, est-ce que ça attire beaucoup d'investisseurs internationaux? Et est-ce que la liquidité que vous avez sur le marché suffit pour une gestion efficace de ce fonds? Merci M. Mbeng pour la présentation. Ma question s'articule sur 2 points. On comprend bien au regard de votre présentation l'importance du développement du marché obligataire, mais on note un manque criard d'accès à l'information et aux données sur le marché de la dette. Donc qu'est-ce qui peut être fait pour pallier à ce problème?
Et le deuxième point, c'est sur le développement des marchés obligataires. Est-ce que quelque chose peut être fait au niveau de la courbe des taux? Un exemple peut-être ce serait de rallonger la maturité des titres obligataires, passer au-delà de 7 ans ou aller plutôt à 10-20 ans. Je pense que ça pourrait plus intéresser les compagnies d'assurance et de réassurance. Merci. Merci. Soraya Diallo, agence Bloomfield. Alors, ce que j'ai compris depuis ces derniers jours sur les différents panels, c'est que de plus en plus, le métier de la finance dans les assurances devait aller vers une gestion un peu plus précise des actifs, une gestion de la trésorerie, notamment à partir de placements sur les marchés. Donc, vu que vous avez une vision un peu plus transversale, disons, de ce qui se passe sur le marché africain, je voulais connaître un peu votre perception de la dynamique de la gestion des actifs en Afrique. Ok, merci. Vous avez notre contact. On sera tout à l'heure avec eux à titre après le déjeuner. On pourra continuer les échanges. Je vais répondre à ces questions, comme ça je vais laisser le temps pour le déjeuner. Alors je vais commencer par la dernière question. Gestion d'actifs sur le continent, nous sommes à peu près à plus de 600 milliards de dollars. Et les 2 tiers se trouvent en Afrique du Sud. Ensuite, vous avez le Nigeria, vous avez les pays autour de l'Afrique du Sud, vous avez aussi au Maroc. Alors qu'est-ce qu'on constate? C'est que lorsque dans les pays, il y a eu des réformes des retraites, des caisses de retraite, des fonds de pension, pour donner une gestion professionnelle, notamment avec la méthode par capitalisation, cela a renforcé ce type d'activité. Lorsque dans les marchés d'assurance, on a donné aux professionnels de gérer les actifs, cela aussi a contribué à développer ce métier. Et ce métier, lorsque vous regardez dans beaucoup de nos pays, ça attire beaucoup la diaspora bien formée qui se trouve dans les pays développés, où ils ont eu à travailler sur ce type de métier et donc ils sont revenus et ont permis de renforcer ce type d'activité. C'est un peu comme si vous êtes médecin, vous avez l'habitude de travailler en Europe avec un plateau technique et puis si vous devez venir travailler en Afrique et vous n'avez pas de plateau, vous êtes un peu perdu. Donc ce type d'activité, c'est très intéressant pour ces gens de profil pointu et on voit de plus en plus un progrès. Dans la zone UEMOA, il y a quelques années, on faisait des présentations pour parler de l'intérêt de cela. Aujourd'hui, ce n'est plus un débat, c'est une réalité. Dans la zone CEMAC, il y a Harvest qui vient de créer une agence de gestion d'actifs, donc c'est deuxième après Attijari. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir de plus en plus d'acteurs sur ce type de métier. Manque d'information, effectivement, on a un gros problème sur le manque d'information. Nous, en termes d'initiative des marchés financiers, notre site c'est www.africanbondmarket.org. Vous avez des informations sur tous les marchés africains. Nous essayons de faire cela et nous devons encourager les banques centrales qui, dans beaucoup de pays, travaillent avec les États sur la partie titre public, de faire cela. L'agence UEMOA à titre aussi, il y a des newsletters, des informations. Nous devons travailler tous ensemble pour vulgariser ces instruments. La courbe des taux, c'est vraiment le cœur. Lorsque j'ai montré le marché obligataire, je ne voulais pas dire le mot parce que après ça devient un peu trop technique, mais c'est effectivement ça, l'agenda de bâtir une courbe de taux. Mais cela ne se décrète pas, comme vous le savez. Allonger la maturité, oui, mais qui comme acteur en face? Tout cela est lié à la politique du gouvernement. C'est quoi la politique économique du gouvernement? C'est quoi sa stratégie d'endettement? Et comment créer des gisements qu'on va appeler des benchmarks, certaines lignes où on va mettre assez de profondeur pour que ce soit des références pour tout le monde. Lorsque moi je travaillais avant sur le financement des infrastructures, lorsque vous allez dans un pays, vous voulez connaître à combien le pays emprunte à 10, 15, 20 ans. Mais c'est la courbe des taux qui vous donne cette information-là. Et ça permet de créer et de pricer tous les autres actifs du marché. C'est pourquoi le marché obligataire est central, le marché obligataire des titres publics. Donc, nous, au sein de la BAC, nous travaillons sur cela. Nous avons sorti un guide sur les courbes de taux africaines que vous trouvez sur notre site, qui vous permet de voir la situation, l'évolution de la construction des courbes de taux. C'est un exercice que j'avais déjà fait avec les collègues en 2005,
À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Tous les cours de taux étaient des constructions, des modélisations, des extrapolations linéaires et tout ça. Et maintenant, on voit que de plus en plus, les États sont sur cet agenda-là. Donc, c'est un travail d'ensemble que nous devons tous faire. Sur les principaux investisseurs, vous avez du fonds. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire les noms des investisseurs. Sur la partie africaine, nous avons assureurs, réassureurs, fonds de pension, banques d'affaires. L'intérêt des investisseurs internationaux, oui, l'intérêt est là. Mais qu'est-ce que nous voulons faire? Tout ce qui est seed investor, tout ce qui est investisseurs initiaux, nous voulons qu'ils soient africains. Pour que le conseil d'administration, vous le gérez, vous. Parce que nous, en tant que BAD, nous n'allons pas être au conseil d'administration. Nous allons être dans un advisory committee pour orienter, mais c'est votre fonds, parce qu'il y a une problématique. Vous êtes réassureur, vous avez des devises, vous les placez à 1 ou 0% ailleurs, et on vous donne un véhicule, vous avez à 2 chiffres en dollars. Bon, gérez cela, c'est votre institution. Donc, c'est ce que je peux dire sur ce niveau. En termes de liquidité, les 8 pays que nous avons sur l'indice, ce n'est pas toutes leurs obligations qui sont qualifiées. L'Afrique du Sud, oui, toutes les obligations. Mais ceux que nous avons sont les titres les plus qualifiés. Cela ne signifie pas que d'autres marchés ne viendront pas. On a commencé avec 4 pays dans l'indice. On est monté à 2, on est monté à 8 l'année dernière. Et là, il y a 2 autres pays que nous sommes en train de regarder. Nous regardons, nous travaillons avec les États pour arriver à ce niveau de liquidité et nous laissons Bloomberg le soin de décider si l'indice est qualifié ou pas. Parce qu'on ne voudrait pas présenter au monde un indice sur l'Afrique qui n'est pas du tout liquide. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Je vous remercie et bon appétit.